Rebonjour, nous continuons notre exploration de cette grande question, puisque nous entrons dans une nouvelle ère en matière de protection sociale. Nous avons discuté avec Dominique Libaud et Mireille Elbaume des conséquences du Covid sur la protection sociale. Et deuxième temps, c'est assez joli notre présentation, vous le voyez avec le petit doigt, nous allons discuter des comptes et finances de la protection sociale aujourd'hui et à moyen terme. Pour ce faire, 3 présidents, fallait bien ça. Donc Denis Morin, qui préside la 6e chambre de la Cour des comptes, Jean-Louis Ray, à l'Inspection générale des affaires sociales, mais il est ici au titre de sa présidence de la CADES, il nous dira comment va la CADES, et Dominique Libaud, qui lui aussi est président, et c'est écrit, président du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Nous avons 1 heure ensemble, avec donc les présentations des analyses de nos participants, et nous avons la possibilité de rebondir à partir de vos questions que je retransmets à nos participants. Donc, Président Morin, Denis Morin, c'est à vous. Ah oui, mais il faut que vous preniez le micro, ça c'est très important, parce que je suis privilégié, moi j'ai le droit de ne pas avoir de micro, mais vous, il faut... Et il marche très bien. Là ça marche? Ça marche parfaitement bien. Ça marche? Oui, oui. Bon, très bien. Donc j'ai le micro dans une main et le dérouleur, si on peut dire, dans l'autre pour la présentation PowerPoint que j'ai faite, qui repose en fait sur quatre slides principales qui résument un peu cette présentation, puisqu'on m'a demandé de présenter la situation des comptes. Alors évidemment, de ce point de vue-là, je ne dirais pas que ça illustre parfaitement la nouvelle ère de la protection sociale, parce qu'à la vérité, la situation des comptes est aujourd'hui marquée par un déficit très lourd, et rien ne ressemble plus à cette situation de déficit que toutes les années qui ont précédé, et même bien avant, puisque comme vous le savez, la sécurité sociale n'a été que très brièvement en excédent à la mi-temps des années 2000, après une période de forte croissance. Et là, effectivement, on avait enregistré des excédents, mais ça a été très, très fugace. Alors, on connaît à peu près les chiffres aujourd'hui du déficit de la Sécu, puisque c'est le point dont je vais principalement parler, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été déposé par le gouvernement, présenté à la commission des comptes de la Sécu, et que la Cour a eu l'occasion de sortir, je vous invite vivement à aller le consulter, son rapport annuel sur la sécurité sociale. Donc, on connaît à peu près les chiffres, 39 milliards de déficit en 2020, 35 milliards, 34 milliards 7 en 2021 et probablement en 2022, 21 milliards 6. Donc on voit bien que ces chiffres illustrent parfaitement la profondeur de la crise. Je dirais que c'est assez mécanique en même temps, puisque ces chiffres reflètent le fait qu'on a fermé l'économie pendant 2 mois en 2020. Donc de fait, on n'a pas créé de richesse, on n'a pas prélevé de ressources et de ce fait, on a évidemment perdu des ressources pour financer la sécurité sociale, et c'est largement ce qui explique, à hauteur de 19 milliards en 2020, la situation des comptes. Pour le reste, on a dû aussi faire face à des dépenses massives liées à la crise, et qui étaient évidemment tout à fait indispensables, qu'il s'agisse de financer les tests, qu'il s'agisse de financer les hôpitaux, qui étaient affrontés à une vague, plusieurs vagues d'ailleurs successives du fait du Covid, et en particulier les services de soins intensifs de réanimation, qui ont été très fortement sollicités pendant les premières vagues. Donc tout ceci a évidemment creusé fortement les déficits du côté des dépenses cette fois. On a ajouté cependant, pour des raisons très largement politiques, c'est-à-dire qu'il y avait leur raison ou leur légitimité politique, des dépenses nouvelles qui, à l'inverse des dépenses liées à la crise, seront, pour ce qui les concerne, des dépenses pérennes. Je veux dire... Je peux effectivement aussi cliquer. Non, je suis capable de faire 2 choses à la fois. Lâcher mon chewing-gum et descendre d'un avion, comme on disait du président France, sauf que ça ne marche pas, votre truc. Ah bah écoutez, je ne sais pas, allez, en avant, en arrière. Ah, non, alors là, attendez, voilà. Non. Quelqu'un le fait, oui. Donc du coup, vous m'avez fait perdre le fil de mon propos, mais c'est pas très grave. De toute façon, je parlais du déficit, et à la vérité, ce graphique est parfaitement illustratif de l'état des comptes. Donc je disais que c'était mécanique. À l'inverse d'une crise systémique comme la crise financière de 2008, qui, à travers l'impact massif qu'elle a eu sur les conditions de financement de l'économie, a fini par avoir un impact sur l'économie réelle. Là, on a simplement le fait que quand on ferme l'économie pendant 2 mois, qu'on ne crée pas de richesse pendant 2 mois, le PIB diminue, les ressources diminuent, etc. Donc en gros, c'est ça qu'on voit dans ce graphique. Modulo le fait, disais-je, qu'un certain nombre de dépenses pérennes ont été prévues par le gouvernement. C'est le financement du Ségur de la santé. Ces dépenses montent en charge en 2020, elles sont encore modestes, un peu plus d'1,5 milliard. Elles montent en charge en 2021 et elles sont en rythme de croisière à partir de 2022 à hauteur de 12,5 milliards, dont vous le savez, 10 milliards de rémunération. Et ça, ces dépenses-là, à l'inverse de toutes les dépenses liées à la crise, on va les retrouver
dans toutes les années qui suivent et qui sont d'ailleurs dans la projection associée au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui montre en fait au-delà de 2022 un déficit qui reste, qui ne se résorbe plus, qui se stabilise autour d'une quinzaine, 13, enfin c'est probablement un chiffre très incertain, milliards de déficit annuel. Je ferai quand même 2 observations sur ces chiffres. J'ai un peu le sentiment, c'est pas forcément ce que la Cour a écrit, mais le Premier président l'a dit dans sa présentation au Parlement, que les chiffres de déficit à court terme sont susceptibles encore d'une légère amélioration. Notamment parce que le scénario économique retenu par le gouvernement, tout ça est évidemment appuyé sur des scénarios économiques sous-jacents, peut s'améliorer. Je prendrai l'exemple de cette année. Le gouvernement a prévu une croissance du PIB de 6%. Elle pourrait être, c'est ce que dit l'INSEE, de l'ordre de 6,3%. Donc il peut y avoir un supplément de croissance qui provoque un supplément de ressources et qui par conséquent améliore un peu le solde. Je serais moins positif sur les éléments de déficit plus lointains, qui me paraissent peut-être plutôt marqués par des hypothèses positives. D'abord, c'est généralement la loi du genre. Et ensuite, il y a quand même des éléments qui poussent la dépense en avant du côté de l'assurance maladie et qui probablement risquent de se retrouver dans les déficits au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui dans les chiffres. Donc, un peu d'inquiétude à long terme et plutôt de l'optimisme raisonnable ou raisonné, comme on veut, à court terme. Mais les chiffres restent astronomiques. 1,7 point de déficit du PIB en 2020, on n'avait jamais vu ça pour la sécurité sociale. Je crois que ça a du sens. J'ai vu des commentaires disant que le déficit de la Sécu, c'était conventionnel, que comme de toute façon l'État finançait par ailleurs plein de choses, ça n'avait pas de signification. Ça a évidemment une signification tout à fait réelle, et c'est évidemment, ça traduit à l'instant T la situation réelle des comptes sociaux, une fois tous les transferts, notamment venus de l'État, selon les règles bien connues des uns et des autres, calculés au plus juste. Je peux passer au point suivant. Alors là, je crois que je recule. Voilà. Le point suivant permet d'illustrer en réalité les 2 problèmes auxquels on va être confronté dans les années qui viennent, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui vont se régler de façon plutôt positive du fait de la reprise de l'économie. C'est la famille et la branche AT-MP, donc branche famille et branche AT-MP, qui vont probablement continuer à voir leur solde s'améliorer, toutes choses égales d'ailleurs, jusqu'en 2025. À l'inverse, comme vous voyez, il y a deux sujets de préoccupation. Alors, l'échelle n'est pas très bonne, ça écrase un peu, mais il y a 2 sujets de préoccupation que sont la maladie et la vieillesse, évidemment les 2 risques majeurs au cœur de notre système de protection sociale, et ça appelle évidemment des mesures d'ajustement qui devront probablement être abordées à un moment ou à un autre dans les prochaines années. Probablement le plus tôt et le mieux, on peut dire, mais enfin, il se peut qu'il y ait des échéances qui ne permettent pas de prendre des décisions rapides. Alors, quand on est confronté à une telle situation de déficit, je vais être très simple. La question se pose de savoir ce qu'on peut faire sur les ressources et la question se pose de savoir ce qu'on peut faire sur les dépenses. Je peux faire plus compliqué si vous voulez, mais ça me paraît quand même bien résumer l'état des choses. Bon. Et du coup, je vais commencer par les ressources, pour laisser le meilleur pour la fin sans doute. Sur les ressources, il y a en gros une première possibilité qui est de dire, confronté à une telle situation de déficit, il faut augmenter les impôts. Je rappelle que dans la période qui avait suivi la précédente crise financière, les impôts avaient été relevés, les impôts sociaux avaient été relevés de 27 milliards d'euros au total, et ça avait évidemment puissamment contribué à remettre les comptes à flot. Il faut quand même être conscient aussi que du côté des ressources, on a la possibilité de trouver des solutions de court terme à un déficit. C'est un élément qui doit se pondérer avec d'autres éléments qui tiennent évidemment à l'impact de tous nos impôts sur l'activité économique. Donc il faut quand même avoir à l'esprit que si on cherche une solution qui permet de réduire très fortement et très puissamment et tout de suite le déficit, à part la mobilisation de ressources supplémentaires, je ne vois pas trop ce qu'il y a à faire. Ou réduire les droits, mais j'y reviendrai, c'est une solution qu'a priori je ne développerai pas trop. Deuxième solution, transférer, comme ça a plus ou moins été fait depuis de longues années, des ressources de l'État vers la sécurité sociale. Ça a été fait pour de bonnes raisons, me semble-t-il, qui remontent à une loi très ancienne qui posait le principe de la compensation des exonérations de charges sociales pesant donc sur les comptes sociaux par l'État. Je crois qu'on peut considérer que compte tenu de la situation de déficit très lourde du compte État, si on peut dire, des besoins de financement qui existent aussi du côté des politiques publiques retracées par l'État, je ne vois pas trop comment on pourrait aujourd'hui calibrer un transfert de ressources supplémentaires depuis l'État vers la sécurité sociale, même en considérant que la protection des éléments essentiels de notre pacte social est un élément tout à fait déterminant. Il y a un troisième point qui, du côté des ressources, mérite d'être évoqué,
je ne sais pas si vous voulez passer, voilà, merci beaucoup, qui mérite d'être évoqué, même si je ne conclurai pas, parce que je pense que, en tout cas, la Cour ne s'est pas vraiment exprimée là-dessus, c'est l'arbitrage dans l'affectation des ressources existantes au profit de la sécurité sociale entre ce qui va du côté de l'amortissement de la dette, via la CADES, dont on reparlera, et ce qui va du côté du financement du solde courant. On voit bien qu'il y a un réglage aujourd'hui qui fait que assez rapidement, on va être dans une situation assez difficile à expliquer aux étudiants. D'ailleurs, il m'est déjà arrivé d'avoir cette question, qui est de dire, mais vous nous expliquez que le régime général, alors dans le champ, ou les ROPS, bon, plus FSV, sont en très lourd déficit, et en même temps, quand on regarde les comptes de la comptabilité nationale, on voit qu'il y a un excédent des assos. Donc, on ne sait pas si c'est grave ou si c'est pas grave. Cette situation est quand même étrange. Alors, elle s'explique, évidemment, et elle tient aux conditions dans lesquelles les ressources sont aujourd'hui orientés vers l'amortissement de la dette sociale, ce qui est certainement une bonne chose, plutôt que vers le financement du déficit courant. Néanmoins, j'appelle, tout le monde a à l'esprit les décisions qui viennent d'être prises s'agissant du cantonnement de la dette État. Il est évident que ça amène à réfléchir aussi à cet élément de solution dans le calibrage des mesures à prendre pour financer la sécurité sociale. Je le répète, dans un contexte où de toute façon, à très court terme, je ne vois pas d'autre solution que la mobilisation de ressources ou éventuellement des réductions de droits. Sinon, il faut effectivement considérer qu'une action de longue durée sur les dépenses est de nature, évidemment, à venir à bout de ce déficit, mais ça prend du temps, comme on l'a vu dans la période précédente. Donc, j'en dirai pas plus sur les recettes. Il y aura peut-être des questions sur ce sujet. Et encore une fois, j'évoque simplement des pistes. Je n'ai évidemment pas de plan et la Cour n'a pas proposé de plan. Elle met sur la table un certain nombre d'éléments de diagnostic, un certain nombre de propositions, mais elle ne les formalise pas plus que ça. Elle ne conclut pas, c'est aux politiques de prendre ensuite ses responsabilités. Alors, du côté des... Si c'est vous qui passez... Bon. Du côté des dépenses, je crois qu'il y a un certain nombre de marges qui méritent quand même d'être explorées. Alors, ce n'est pas pour dire qu'une fois la crise terminée, je pense qu'on tient quand même à peu près, on n'est quand même pas très loin de l'objectif. Alors, je parle avec beaucoup de prudence parce qu'on a été habitué à avoir des vagues successives et on ne sait évidemment jamais ce qui peut se passer avec ce virus qui est difficile à maîtriser, mais quand même, quand on voit les derniers chiffres, et puis quand on voit la situation de l'économie, la vigueur de la reprise, on a quand même un tout petit peu le sentiment que, voilà, on est en train de sortir la tête de l'eau. Si on sort la tête de l'eau, c'est pas pour dire, et c'est pas le message que je voudrais passer, c'est pas le message de la Cour, c'est une parenthèse, elle se termine, donc on reprend les choses telles que c'était avant. D'abord, ce ne sera pas le cas parce que je pense que l'évolution du cadre organique est un élément, comporte des éléments de réforme qui sont très substantiels, que la Cour a d'ailleurs appelé de ses voeux à bien des égards, je pense notamment à une loi de résultat des comptes. Bon. Donc le changement du cadre organique n'est pas un élément indifférent à la façon dont le débat sur la protection sociale est posé dans l'opinion et dont le débat se déroule au Parlement. Et le fait de mettre l'accent avec ces réformes sur l'évaluation des dépenses sociales, et par conséquent sur leur efficience et sur le renforcement de leur efficience est, je crois, un élément tout à fait essentiel. Donc je pense que, pour une fois, je ne suis pas loin de considérer que le changement de cadre organique peut amener à des décisions peut-être différentes de celles qu'on a connues dans le passé. Pour le reste, il y a un certain nombre d'orientations qui étaient amorcées avant la crise et qu'il faut, je crois, reprendre et approfondir. Alors, elles sont dans ce slide, donc vous pourrez évidemment tout à fait consulter ces différents items. Je ne vais pas les énoncer, ce serait trop long. Je dirais ma conviction profonde que le virage ambulatoire reste à faire. La façon dont nos citoyens, en particulier dans les territoires où l'offre médicale est faible, doivent trouver une réponse de premier niveau est un élément stratégique d'évolution de notre système de santé. Ça peut être un élément qui contribue à la fois à améliorer la prise en charge et à faire des économies. Donc moi, c'est des choses que j'aime plutôt bien, parce qu'il ne s'agit pas de dire on fait des économies pour faire des économies. On fait des économies et en même temps, parce qu'on lutte contre la non-qualité, on améliore la qualité de la prise en charge. On améliore la prise en charge, on améliore l'accès aux soins, on lutte contre les inégalités sociales. Ça, je crois que c'est un premier axe qui est extrêmement fort. Virage ambulatoire, gradation des soins. Le deuxième axe que je crois, alors là pour le coup, ce n'est pas un élément nouveau, mais tout à fait pertinent, c'est la notion de parcours. Il me semble que la crise a montré, elle a permis, je crois, très concrètement à beaucoup de Français, affrontés malheureusement parfois pour leurs proches à cette crise sanitaire, elle a montré les désarticulations entre les EHPAD, la ville, l'hôpital,
entre la ville, l'hôpital, sujets qui sont archi connus, sur lesquels archi documentés, sur lesquels je pense maintenant qu'après les constats qui ont été faits pendant la crise, il est temps d'avancer. Voilà, je résumerai par ces 2 points. Je ne sais pas s'il y aura des questions après, peut-être, ou peut-être Dominique et Jean-Louis reviendront sur ces aspects-là, mais je voulais simplement évoquer ça. Je peux rajouter un effort supplémentaire pour la prévention, s'il le faut. C'est toujours pareil, quand on a 2 idées, il y en a toujours une troisième qui vient sur ces sujets complexes et passionnants. La prévention, tabac, alcool, alimentation, environnement. Et, il y a des choses à faire sur ces différents items. J'aurais terminé, puisque je ne veux pas dépasser le temps qui m'est imparti, terminer sur les retraites. Difficile de s'exprimer sur ce sujet puisque personne ne sait à la vérité, en tout cas moi je ne sais pas, le sort qui va être réservé à la grande réforme systémique des retraites. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que évidemment on est affronté à une situation de déficit. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il y a pas mal de réformes qui ont été faites dans les années passées, dont on ne mesure pas complètement qu'elles portent leurs fruits, si on peut dire, maintenant, ou qu'elles ont leur impact plein sur les comptes maintenant. Je pense par exemple que la réforme des régimes spéciaux de 2008, elle a été accompagnée de toute une série de mesures qui permettaient d'en faciliter l'acceptabilité sociale, comme on dit, mon terme qui est peut-être pas que chacun comprend bien. Elle produit ses effets maintenant, cette réforme, à plein à partir de maintenant. Et donc, avant de se demander s'il faut absolument rajouter du paramétrique à tout prix en touchant l'âge ou les bornes d'âge, je rappelle 62, 67, hein, c'est pas 62, les bornes d'âge de la retraite, il faut se poser la question de savoir comment joue la réforme des régimes spéciaux, il faut se poser la question de savoir comment jouent les dernières grandes réformes de 2011 et de 2014 sur les comptes à horizon de 2030, et je pense qu'il faut être conscient aussi qu'on a devant nous, pour de bonnes raisons sans doute économiques, sociales, mais qui ne sont pas d'une acceptabilité pour le coup réelle, une diminution du pouvoir d'achat des retraites sur les prochaines années. Donc c'est un élément de contexte qu'on n'a pas forcément à l'esprit maintenant, mais qui est, je crois, un élément de contexte qu'il faut avoir à l'esprit. Voilà ce que je voulais préciser sur la situation des comptes. J'espère que ce discours est plus mobilisateur que platement et froidement et glacialement comptable vu l'ampleur des déficits. Je pense qu'il y a des éléments de solution et j'espère que la crise pourra, de ce point de vue-là, jouer comme un accélérateur de réforme. Merci beaucoup. Alors, une question de précision sur les constats et une question très générale sur les financements. Sur les constats, ça porte sur la branche famille. L'amélioration des comptes de la branche famille résulte-t-elle de la dégradation de la situation démographique ? En partie, puisque les naissances ont baissé d'environ 100 000 unités, on est tombé à 700 000 au lieu de 800 000. Il y a évidemment dans la situation des dépenses de prestations un élément qui tient à l'évolution de la natalité. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, pour l'avenir du financement, petite question bien sentie, mais qui a, à mon avis, un soubassement politique net. Pourrait-on hausser les ressources par une hausse significative des salaires, tout en réduisant les dépenses par la suppression de la prime d'activité? Oui, sûrement, on peut tout faire. Je ne fais pas de politique, je m'en sors lâchement. Bon, vous en sortez lâchement. Il y a encore pas mal de petites questions, je chercherai tout à l'heure à les répercuter, mais comme nous sommes dans un temps qui est assez contraint, je propose de passer du président Morin au président Ray pour avoir des nouvelles que nous espérons tous bonnes de la CADES. Les nouvelles de la CADES sont bonnes. En fait, la CADES, qu'elle fait, elle gère. Ouais. Elle gère tout simplement une prolongation inattendue de son activité. On avait toutes les chances de penser que 2024 serait le terme de l'existence de cette caisse, et la Covid en a décidé autrement. La double crise sanitaire et économique a conduit très vite, trop vite sans doute, le gouvernement à demander au Parlement donc d'allonger la durée de vie de la CADES. Il l'a fait de 9 ans et de le transférer à du concurrence. 136 milliards de dettes à reprendre dans les prochaines années. Ces 136 milliards, elles se décomposent à 31 milliards de déficit qui a été cumulé au 31 décembre 2019, à 92 milliards qui étaient provisionnés pour couvrir 4 exercices déficitaires, 2020, 2021, 2022 et 2023, et puis une originalité, le tiers à hauteur de 13 milliards, donc le tiers de la dette des établissements de santé qui participent au service public hospitalier. Donc cette situation a provoqué pour la CADES un changement brutal d'échelle de son activité sur les marchés financiers,
très nette différence avec ce qui se passait juste au début de l'année 2020. Elle est redevenue de tout de suite un des plus gros émetteurs du marché mondial des capitaux, et pas seulement européen. Elle l'a fait heureusement à temps, je dirais. À temps, parce qu'on avait déserté le marché à long terme. On n'était plus présent depuis plusieurs années sur le marché 10 ans et plus. On désertait progressivement le marché du moyen terme. On ne faisait plus que des opérations à 3 milliards au maximum. Et donc, on perdait progressivement de visibilité. Alors, sur le marché international des capitaux, on met beaucoup de temps pour acquérir de la visibilité, de la crédibilité, mais on peut disparaître très, très vite si on n'est pas actif sur ce marché. Donc, heureusement que la crise, je dirais, au moins, est intervenue à cette période de l'année, à cette période de l'histoire. Elle serait intervenue en 2025-2026, ça aurait été une situation un peu plus compliquée. Bon, mais tout ça est historique. Ce qui est important à souligner, c'est que pour reprendre son activité, la Caisse a décidé de repenser son offre. Et très tôt, en 2020, en mois de septembre, on a mis en place un nouvel cadre d'émission de la CADES qu'on appelle le cadre d'émission sociale. On a mis en place des social bonds par ce qu'ont les émissions vertes ou les green bonds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une obligation sociale? C'est une obligation destinée à financer exclusivement des projets ayant un impact social positif sur une ou plusieurs populations cibles. La CADES était un émetteur en fait social par nature. Mais au moment où elle a été créée en 1996, un cadre de référence de ce type n'existait absolument pas. Il est très récent dans le paysage mondial. Il a été mis en place sous l'impulsion de l'ICMA, qui est l'International Capital Market Association, qui a édité des principes pour ces émissions. Et ils ont été actualisés seulement en juin 2020, donc c'est tout à fait récent. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a mis au point un document cadre qu'on a publié sur notre site cades.fr. Et donc, ça permet aux investisseurs qui s'intéressent à ce type d'émission de mieux comprendre comment fonctionne notre système de sécurité sociale, quels sont son enjeu et quel est le rôle particulier qui joue la CADES au sein de ce système. Voilà, pourquoi elle a fait ça, la CADES? Parce qu'elle a souhaité fidéliser et sécuriser sa base d'investisseurs. Il y a manifestement un appétit pour ce type de produit désormais. Et donc, ça l'a permis, on va le voir, que ça lui a permis d'élargir sa base d'investisseurs. On n'attend guère une baisse de coûts, alors on est incapable de vraiment de le mesurer. Par contre, on arrive à cibler maintenant assez précisément qui sont les investisseurs qui s'intéressent à ces émissions sociales. Alors, on n'est pas seul à le faire. L'UTNDIC nous avait précédé de quelques semaines, en 2020. La Commission européenne nous a suivis immédiatement après, puisqu'elle a commencé ses émissions pour financer son fameux plan de 750 milliards par des émissions sociales dès la fin de l'année 2020 avec grand succès. Donc, on était 3 sur le marché international des capitaux à être actifs en émissions sociales, l'UNEDIC, la CADES et la Commission européenne. Alors, pour la mise en œuvre donc, de cette double loi de 2020, on a été chargé en 2020 de reprendre 20 milliards de dettes. On a été chargé en 2021 à reprendre 40 milliards de dettes. Alors, les 20 milliards de dettes, bien sûr, ont été repris. Sur les 40 milliards de 2021, on en a repris 30. Il me reste encore 2 opérations de reprise d'ici la fin de l'année. Il s'annonce, bien sûr, une nouvelle reprise de dette à hauteur de 40 milliards pour l'année 2022. Pour financer ces opérations, eh bien, on fait des émissions. On a fait 20 milliards d'émissions supplémentaires en 2020 et on a fait cette année 40 milliards d'émissions sur le marché international des capitaux. Quels sont les résultats de ces émissions? On mené 13. On avait 13 grandes opérations d'emprunt depuis septembre 2020. On a fait 7 en euros, 5 en dollars et 1 en livres sterling. On s'est relancé notamment sur le marché des livres sterling avec des maturités diverses qui vont de 3 à 10 ans. Le succès de ces opérations a été marqué dès la première opération. On a été stupéfait de voir que notre livre d'ordre a engrangé 270 investisseurs. Ça ne nous est jamais arrivé. C'est 2,5 fois de ce qu'on avait au maximum dans le passé. Donc, ça veut dire qu'il y a 270 investisseurs qui ont demandé à bénéficier des produits de la CADES. Ça a été une gestion très difficile, cette opération, parce qu'il ne fallait pas décevoir et on a émietté au possible pour pouvoir satisfaire un peu tout le monde. C'est compliqué. Voilà, donc ces émissions, donc on a lancé ces opérations. Alors, en termes de taux d'intérêt, c'est toujours l'essentiel. La Caisse a nettement bénéficié des taux d'intérêt négatifs pour ces émissions. Elle a fait les 5 opérations de l'automne 2020 sont faites en moyenne à moins 0,33%. Les 8 opérations de cette année 2021 qui a déjà mené ont été à moins 0,27%.
Au total, donc, on a eu 11 opérations sur 13 qui ont été à taux d'intérêt négatif, 2 à taux d'intérêt positif. Ce qui était un taux d'intérêt positif, c'est 2 opérations sur 5 d'emprunt à 10 ans. Les taux à 10 ans sont devenus désormais positifs. Ils l'étaient déjà en septembre 2020. Puis ils ont été de nouveau négatifs, puis de revenus en septembre 2021, légèrement positifs. La dernière opération qu'on a fait, s'est fait à plus de 0,125%. Donc il y a une légère remontée des taux, mais rien d'inquiétant, rien qui nous inquiète dans l'immédiat ou dans les perspectives à court terme. Le différentiel de taux entre les activités de la FT et de la CADES s'est stabilisé, reste à 7 à 11 points de base. Ce ne sont pas d'opérations totalement comparables et il n'y a guère d'enjeu. Ce qui est important, c'est souligner la charge d'intérêt, la baisse spectaculaire charge d'intérêt de la CADES. En 2019, on avait 2 milliards d'intérêts à verser. En 2020, on en avait 1,5 milliard. En 2021, on n'a plus qu'1,2 milliard, un peu moins de 1,2 milliard. L'année prochaine, ne sera plus qu'à 850. Ça veut dire que notre taux de refinancement, c'est-à-dire le taux qui mesure la moyenne des emprunts, des taux de non-intérêt de nos emprunts, elle est en train de baisser fortement. Il n'est plus qu'à 0,89. Il va encore baisser dans les prochaines semaines parce qu'on va mettre en remboursement des emprunts à des taux très élevés. C'est des taux à 3 ou 4%, tels que bien sûr souscrit il y a 10 ou 12 ans. Voilà, donc ces taux d'intérêt baissent beaucoup et ça veut dire qu'on va amortir plus facilement, on va augmenter le montant de l'amortissement annuel. En 2021, on va amortir 17,4. L'année prochaine, on va avertir, on pense, 18,3 milliards d'euros. Donc on accroît avec ça notre capacité d'emprunt, notre capacité de remboursement. Voilà, alors ensuite, justement, mesurons donc les effets des émissions sociales. On a pu mesurer que pour les 7 missions à 1 euro qu'on a fait depuis septembre 2020, en moyenne, 58% de ces émissions étaient souscrites par des gens qui étaient estampillés, intéressés par les émissions sociales. Donc il y a une forte sensibilité à la zone euro assez vite. 58%, c'est un pourcentage assez significatif. Beaucoup moins sur la zone dollar. Sur les 5 opérations en dollars, il y a à peine 30% d'investisseurs qui sont intéressés par ces émissions, 43% pour celles qu'on a fait en sterling. Alors, qui sont intéressés par ces émissions sociales? Les banques centrales, notamment d'Asie, la Banque du Japon, la Banque centrale du Japon notamment, particulièrement, quelques grandes banques de la place mondiale, les plus grands assureurs et les gestionnaires des fonds les plus connus, non spéculatifs les plus connus. Voilà, mais comme je disais tout à l'heure, il reste, si on mesure l'intérêt de ces investisseurs pour ce type d'investissement, et si on arrive à identifier ceux qui nous sécurisent parce qu'ils se fidélisent dans la réponse à nos demandes d'emprunt, on est incapable de dire quel est l'impact en matière de coût de financement. Voilà. Que dire pour conclure? Pour conclure, eh bien, l'avenir. L'avenir, je disais tout à l'heure que la loi de 2020 avait envisagé une enveloppe de 92 milliards pour financer 4 années de déficit, 2020 à 2023. Les 2 premières années, telles qu'elles se dessinent, font qu'elles sont capables de consommer 73 de ces 92 milliards. Donc il y a un enjeu, il y a une insuffisance de cette enveloppe pour couvrir à la fois le déficit 2022 ou 2023. On peut penser que la situation sera suffisamment améliorée pour couvrir le déficit de 2022, mais certainement pas le déficit de 2023. Et puis, quand on prend connaissance du PLFSS pour 2022 et ses perspectives à moyen terme, on s'aperçoit qu'il y a derrière d'autres années déficitaires pour 2024, 2025. Donc, il y a un enjeu. Il y a un enjeu sans doute à l'automne 2022 de se reposer la question, est-ce qu'il faut faire une opération d'emprunt? À quelles conditions? Je sais que la Cour plaide pour qu'on cette éventuelle reprise soit accouplée avec une perspective de réduction des déficits à moyen et long terme. Voilà, donc ce qu'on peut se dire aussi, c'est que la bonne tenue des marchés, si elle se confirme, permettrait, je pense, d'absorber sans bouger la date 2033 une partie des déficits à venir qui ne sont pas pris. On était raisonnablement, bien sûr, optimiste quand on a calculé cette année 2033. La bonne tenue des marchés permettrait sans doute quelques marges de manœuvre, mais en fait, il faudra le vérifier à l'automne 2022 si le débat a lieu à l'automne 2022.
Une petite question pour en résumer plusieurs, car plusieurs questions portent sur les taux d'intérêt négatifs. Quels sont les intérêts des investisseurs dans les émissions sociales dans la mesure où les taux d'intérêt sont négatifs, enfin, que ce soit pour les émissions sociales ou autres d'ailleurs, et les taux négatifs ne favorisent-ils pas à terme une accoutumance à l'emprunt? Les taux d'intérêt négatifs, c'est une hérésie. C'est évident que c'est une hérésie installée depuis longtemps, parce qu'elle s'est installée sur le marché à moyen terme, par court terme plutôt, dès le printemps 2015, et elle s'est diffusée 2 ou 3 années après jusqu'aux emprunts à long terme. Alors pourquoi d'abord, il faut expliquer pourquoi il y a des taux d'intérêt négatifs. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une surliquidité du marché international des capitaux. Voilà, ça c'est clair. Il y a une recherche effrénée des investisseurs de titres d'emprunt les plus sécurisés, et la CADES, par le mécanisme d'amortissement des recettes affectées, bien sûr, porte une sécurisation très forte. Donc ce sont des actifs qui sont très recherchés. Et ensuite, il y a une troisième raison, c'est que beaucoup d'acteurs internationaux du marché des capitaux ont les obligations en termes de bilan de détenir un pourcentage important, significatif, d'effets publics sécurisés. C'est cette triple situation qui explique qu'on se soit installé dans une situation donc, de taux d'intérêt négatif. Alors on en sort progressivement, tout doucement. Le marché financier américain ne connaît que des taux d'intérêt positifs depuis quelque temps déjà. Le marché de l'euro est en retrait par rapport à ça. Je ne dis pas en retard, c'est pas un retard, mais est en retrait. Il finira par aussi se réinstaller sous l'effet sans doute de la politique de la Banque centrale européenne, se réinstaller dans les taux d'intérêt positifs. Il est clair que d'ici 2 ou 3 ans, on aura quitté la zone de confort que nous connaissons aujourd'hui. Petite question dans sa formulation, mais importante, une toute petite réponse. Alors, quel avenir pour la CRDS après 2033? La CRDS, elle meurt le jour même. La CRDS, je le répétais avant la crise, elle meurt le jour même où on n'a plus besoin d'elle. La loi prévoit qu'elle disparaît. Voilà. Alors après, l'enjeu, c'est éventuellement de la recréer, de ressaisir l'assiette, etc. Bon, c'est un débat qui est mort, hein, qui était né il y a avant 2020 autour du financement de la dépendance. On a été plusieurs à faire quelques suggestions de ce point de vue. Mais voilà, la CRDS, elle est juridiquement morte le jour où on n'a plus besoin d'elle. Dominique Libaud, qui un temps a peut-être pu lorgner sur la CRDS pour financer des trucs. Effectivement. Alors, moi, j'ai des petits slides. Ouais, merci. Alors, moi, l'idée, c'est d'essayer de commencer à présenter la réflexion au Conseil du financement de la protection sociale qui a été saisi par le Premier ministre sur une demande, comme d'ailleurs elle avait saisi la Cour aussi. Enfin, donc on fait partie des instances qui se sont chargées d'éclairer l'avenir sur les finances sociales. Et nous allons remettre notre rapport d'ici la fin d'année. Et évidemment, il y a beaucoup d'analyses convergentes avec ce qu'a dit Denis Morin, encore plus d'ailleurs à l'oral qu'à l'écrit. Mais le sujet de dette évoqué par Jean-Louis, on va le voir aussi un petit peu. Alors, je ne vais peut-être pas passer tous les slides d'ailleurs, bon, on va voir. Hein. Mais il faut rappeler que donc on est dans une crise qui est très forte et qui affecte, je tiens à le dire parce que quelquefois on nous dit on réfléchit sur les finances sociales, mais l'ensemble des finances publiques, donc de façon très très forte. Une crise atypique parce que c'est une crise d'origine sanitaire, comme a bien dit Denise, avec une activité économique qui s'est arrêtée pendant un certain temps, partiellement, heureusement, et donc une reprise aussi plus forte que dans d'autres crises de nature économique, mais donc une crise compliquée. Alors sur la protection sociale, je reprends un graphique qui simplement est plus historique que ce que présentait Denis. Je pars de 1978, vous voyez les chroniques, donc moi j'aime bien raisonner sur le très long terme, où vous voyez donc les déficits, ça pour comparer notamment donc, par rapport à la crise financière de 2008, l'intensité de la crise actuelle, vous voyez que donc ça descend beaucoup plus bas donc en 2020 que ce qui s'est passé en 2008-2010, et beaucoup plus brutalement, mais aussi que les branches, c'était un peu dans l'exposé de Denis, mais j'y reviens très fortement, donc l'ont subi de façon très
très, très diverses, parce que tout était à peu près dans une situation très proche de l'équilibre en 2019. Donc 10 années, je reviendrai, de retour à l'équilibre entre 2010 et 2019, et que vous voyez la branche maladie, évidemment, qui donc a subi le plus cette crise, bien sûr parce qu'il y a l'effet recette comme les autres branches, mais parce qu'il y a un effet de dépense, et comme l'a dit Denis, un effet de dépense à la fois exceptionnel lié à la crise, mais aussi des dépenses pérennes. Et c'est pour ça que vous voyez dans c'est les projections gouvernementales associées au projet de loi de financement sécurité sociale. Enfin bon, donc on serait dans des déficits qui resteraient de l'ordre de 20 milliards d'euros pour la branche maladie, donc alors que les autres branches, alors la vieillesse resterait quand même en déficit, mais branche maladie, action et travail, situation bien meilleure. Je dis aussi, et c'est sans jugement de valeur, mais il faut rappeler simplement que du côté branche maladie, le choc a été d'autant plus fort que une décision qui date de l'année précédente fait que tout ce qui est santé publique, et notamment le financement de Santé publique France, a été transféré de la loi de finances à la sécurité sociale, ce qui n'était pas le cas dans les précédentes crises sanitaires. Or, il a fallu, par exemple, faire une dotation exceptionnelle de 4,8 milliards sur Santé publique France. Ben, tout ça porte sur les comptes sécurité sociale. Donc, un impact vraiment très, très, très massif, et encore une fois, qui ne va pas... certes, il y a des dépenses qui vont s'estomper, on l'espère, avec la fin de la crise sanitaire, mais pas toutes. Donc voilà, ça je peux... Alors, je voudrais juste donner un petit éclairage sur le chômage, parce que HFIP, c'est protection sociale, on regarde aussi le chômage. C'est l'autre branche avec la maladie de la protection sociale qui a été frappée très fort par la crise, puisque même chose, effet recette, mais aussi effet dépense. Mais la grande différence avec la branche maladie, c'est que l'assurance chômage peut se remettre très vite de ce genre de situation. Et on le voit avec la reprise de l'emploi au jour d'aujourd'hui. Et d'ores et déjà, le taux de chômage vient de tomber à un niveau, est en train de tomber à un niveau presque historiquement bas. Hein, donc, c'est du reste, enfin, il faut bien le dire, un succès des politiques qui ont été menées par les pouvoirs publics d'arriver à un taux de chômage aussi bas en fin de crise. Mais donc, le chômage ne va pas du tout avoir la même situation donc à l'avenir que la maladie, et pourrait même avoir un retour à l'équilibre relativement rapide. Tout ça pour dire, ce qui me frappe, c'est vraiment les différentes branches de la protection sociale sont les unes et les autres dans une situation très différenciée, donc quand on va analyser l'avenir. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de résumer là, et avec un effet base qui ne facilite pas le retour à l'équilibre. On a regardé un petit peu au HFIP ces enseignements de redressement des comptes sociaux suite à la crise financière 2009. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis comme je venais de l'évoquer, on était proche de l'équilibre en 2019. Et comment on a réussi en 10 ans? Alors, il faut le dire, c'est quand même compliqué, en fait. C'est compliqué parce que, d'abord, les finances sociales, et c'était illustré par l'exposé de Jean-Louis, se caractérisent, et il faut redire cette spécificité par rapport aux finances de l'État, par une double stratégie de redressement des comptes courants et aussi de remboursement de la dette. Je rappelle que l'État, sous réserve du petit ajout là, récent sur la dette Covid, où il y a une petite caisse d'amortissement qui a été créée, où il y a 1,9 milliard affecté à l'État sur le remboursement de dette Covid, sa charge sur la dette, c'est essentiellement le remboursement des intérêts. Ça lui fait 38 milliards dans le dernier budget, c'est beaucoup, mais il faut rappeler que l'État, c'est une dette de 2000 et quelques milliards d'euros. Donc, la Sécu, on s'est dit, et j'ai participé à ça en 95, de dire on va aussi rembourser la dette, et donc c'est la CADES, et donc aujourd'hui, sur les 17 ou 18 milliards d'euros qu'on consacre au sujet dette, 17 milliards sont sur le remboursement, et simplement quelques centaines de millions sur le paiement des intérêts. Donc c'est le coût de la dette est très très différent entre la partie amortissement et la partie taux d'intérêt entre l'État et la sécurité sociale.
Mais pour nous, c'est quand même donc cette vertu se paye assez lourd, effectivement, dans ce qu'on consacre au remboursement de la dette. Donc, voilà. Ce qu'on voit aussi donc, sur la période, c'est que il y a eu des recettes et des dépenses. Hein. Il y a eu certes l'impact des réformes, et d'ailleurs, j'adhère totalement à ce qu'a dit Denis, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais sous-estimer que c'est sur la retraite, notamment, c'est les réformes qui datent de longtemps, qui produisent le plus d'effets dans cette décennie. Quand on regarde bien, par exemple, c'est la réforme de 93 avec ses effets sur l'indexation des retraites qui produit le plus d'effets, plus à la limite que la réforme de 2010 qui va être longue et la réforme de 2008, comme Denis l'a dit, effectivement, dans le début, il y a des contreparties et tout ça, donc ça produit tardivement. Donc voilà, il faut vraiment mesurer dans le long terme les effets. Mais donc, il y a beaucoup de ça, mais il y a des mesures recettes aussi, et notamment dans la première partie de la décennie, qui sont intervenues parce que les mesures de dépenses produisent leurs effets très progressivement. Il faut rappeler, ça on n'a pas encore dit, mais qu'on a renoncé quasiment à des mesures qui étaient intervenues dans des redressements dans les années 70-80, qui étaient des mesures brutales de baisse de remboursement sur l'assurance maladie. En termes de dépenses, c'est parmi, enfin disons, il y a deux types de mesures sur les dépenses qui peuvent avoir un effet rapide. C'est les baisses de taux de remboursement ou les sous-indexations de pensions. Et au moins, donc, sur les remboursements, pour des raisons qu'on pourrait évoquer, on a renoncé en disant de toute façon c'est un transfert sur les complémentaires et tout ça n'a pas beaucoup d'impact et donc il ne faut pas faire cela. Bon, ça je vais voilà, donc ceci veut dire effectivement donc des mesures 2019, là c'était l'effet cumulé des mesures en recettes, en dépenses, vous voyez, selon les années, pour dire voilà, simplement sur le passé, on constate qu'on a dû employer les deux pour revenir aux équilibres dans lesquels on est revenu. Alors la dette dans tout ceci aussi, quelle stratégie de retour à l'équilibre et la dette? Alors bien sûr la croissance économique, c'est hyper important, enfin, et on le voit là, 6,3%, c'est vraiment, je rappelle, un point, enfin c'est un point de CSG, c'est 2 milliards d'euros. Enfin, ça va très vite, quoi. Donc, la croissance, c'est très, très important. Mais ça ne suffira pas. Donc, vu les résultats, les éléments qu'on a donnés. Alors, les effets bases, parce que quelquefois, on doit expliquer effectivement pourquoi, malgré une situation de modération des dépenses, on a des effets bases. En fait, on a essayé au HFIS de faire un petit exemple simple en disant lorsque le déficit se crée plutôt lorsqu'il y a un décalage entre la croissance des dépenses et la croissance des recettes, on est à l'équilibre et puis tout d'un coup, il y a une croissance. Si on revient à une croissance homogène des dépenses et des recettes, eh bien, ça ne fait que stabiliser au déficit antérieur, puisque vous avez moins 15, moins 18, et vous allez stabiliser simplement. Alors d'ailleurs, ça c'est une petite question pour Denis, parce que, c'est une petite remarque, parce qu'on n'est pas tellement en désaccord sur l'assurance maladie. La Cour, dans ce rapport, dit l'objectif devrait être de stabiliser les dépenses, enfin disons d'avoir une dépense par rapport conforme au PIB, une évolution. Comment ? Au plus, oui, alors il y a le au plus qui mais le plus lève tout. Mais si c'est le PIB, en tout cas, ça veut dire qu'on stabilise simplement les déficits, quoi. S'il n'y a pas de mesure de ressources, donc la dette dans tout ceci. Alors à la fois c'était très très vertueux, mais voilà, on s'est interrogé au sein du HCFIPS pour savoir sur la dette Covid, qui est une dette exogène, quoi, qui n'est pas liée au fonctionnement de la sécurité sociale, au fait qu'on a été imprévoyant, etc. Est-ce que c'était si légitime d'avoir un traitement différent dette État et dette Covid? Voilà. Et surtout, ce qui nous a frappé, c'est de dire c'est un peu bizarre de reprendre la dette alors que finalement, les déséquilibres à venir, ils sont toujours là. Et c'est ça surtout qu'on a eu comme message, c'est dire ce qui est bizarre,
ce qui se passe actuellement, c'est de dire on reprend une dette et c'est la première fois où il n'y a pas une stratégie claire de retour à l'équilibre. Hein. Parce que donc la dette, elle va continuer. Alors Jean-Louis nous dit, ça c'est une information pas négligeable, vu qu'on a des marges de manœuvre, on peut éventuellement reprendre encore un peu de dette sans modifier l'échéance 2033, mais enfin, on se dit quand même, si on reprend la dette et si on n'agit pas sur l'équilibre et si on a ce raisonnement permanent, ben, on va prolonger ad vitam aeternam la CRDS dont on parlait. Voilà, ça c'est juste un petit tableau pour montrer à peu près la différence entre l'État et la Sécu. Vous voyez donc des différences de dette très importantes et que la charge de la dette, elle est très très différente effectivement entre donc la charge simplement des intérêts et la charge de remboursement. Voilà, c'est pour illustrer, encore une fois. Alors, je continue à dire que historiquement, j'assume cette idée que la sécurité sociale, parce que ces dépenses de redistribution, ne doit pas se financer sur les générations futures. On peut tout à fait le justifier. J'ai une interrogation plus particulière sur la dette Covid. Pour l'avenir, j'en terminerai. Il nous semble, parce qu'au HFIPS, on s'est réinterrogé sur même la notion d'équilibre financier. Alors, Mireille, enfin, l'interroger un petit peu tout à l'heure. Nous, il nous semble que ça reste la boussole des finances sociales, l'équilibre, et encore une fois, notamment avec cette idée intergénérationnelle, et que ça doit rester une boussole. Néanmoins, nous pensons, on doit aussi tenir compte des enseignements du passé, des leviers disponibles, que ce soit recettes et dépenses, et qui sont plus compliqué aujourd'hui qu'avant. On a parlé de notamment les dépenses salariales du côté de l'hôpital. On voit bien que, puisqu'il y a des mesures qui ont été prises qui pèsent 10 milliards, c'est pas ça qui va permettre effectivement de revenir. Je l'évoquais. Et la nécessité de ne pas être contradictoire avec les objectifs de croissance et aussi de protection enfin des ménages, même si on s'aperçoit aujourd'hui que grâce aux mesures, heureusement, une très grande partie des ménages a bien vécu, entre guillemets, sur le plan économique, la crise. Donc, je ne veux pas être trop long, mais nous, on pense vraiment qu'il faut renforcer la vision pluriannuelle. C'est-à-dire que les finances sociales, ça se pilote vraiment dans le moyen et long terme. Alors, en plus, on a un phénomène qui va intervenir, sur lequel évidemment j'insiste beaucoup, qui est le vieillissement de la population, qui intervient d'ores et déjà. Entre 2020 et 2030, la population de 75-85 ans en France augmente de 50%. De 50% d'ores et déjà entre 2020 et 2030. Et la population de plus de 85 ans va augmenter très fortement après 2030. Ça a des incidences surtout et notamment sur la maladie, parce que le système de soins et sa réponse n'est pas le même, effectivement, sur les gens de 75-80 ans ou les gens plus jeunes. Hein. Il y a beaucoup plus de polypathologies. Et bien sûr, sur le sujet de la perte d'autonomie qui arrive beaucoup plus fortement à partir de 85 ans. Donc, on a des sujets à anticiper si on veut éviter d'être une gestion de crise permanente. Si on ne fait pas l'effort d'anticiper, nous aurons une gestion de crise à notre sens permanente. Et donc, des efforts à faire. Moi, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites par Denis sur le fond. C'est-à-dire que le sujet, c'est des mesures structurelles sur l'organisation de l'offre, l'organisation des soins et la façon dont le système, dont les acteurs travaillent ensemble, la prévention, évidemment, et cela veut dire que on va difficilement avec ça, répondre au sujet d'équilibre à très court terme. Et le risque, ça peut être des mesures de dépenses un peu contre-productives par rapport au sujet croissance économique, au sujet inégalité sociale. Donc c'est pour ça que on se disait peut-être arbitrage effectivement, donc dette, donc remboursement dette équilibre, pourrait se poser. C'est-à-dire que, grosso modo, si on n'avait pas fait prolonger la durée de vie de la CADES entre 2024 et 2033, on avait 17 milliards d'euros disponibles en 2024, et une partie aurait pu être affectée aux équilibres courants. Voilà, quelques éléments que je voulais donner. Donc, une situation encore préoccupante, mais qui demande surtout beaucoup de cohérence, me semble-t-il, pour appréhender l'avenir et de prendre en compte l'ensemble des éléments qui vont frapper la société française, donc le vieillissement, et aussi on a parlé un tout petit peu en réponse aux questions précédentes de la transition environnementale aussi, donc des sujets
à prendre dans leur globalité pour piloter correctement l'évolution financière de la protection sociale française? On a une dizaine de minutes pour traiter des questions qui ont été reçues. Je vous propose une question d'ordre technique. Vous, elle vous semblera simpliste, mais pour ceux qui la posent, ils doivent être nombreux, ils souhaitent des éclaircissements. Et puis un deuxième temps sur vos appréciations personnelles en termes d'optimisme ou de pessimisme par rapport à la situation. Alors la question qui vous ne vous semblera même pas technique, surtout que dans une certaine mesure, vous y avez déjà répondu, mais comme il y a plein de petits pouces pour dire que c'est une question importante, je vous la pose. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir une dette sur le long cours, je pense mettre une dette éternelle, c'est ça qui est derrière la question, pourquoi toujours penser à son extinction? Je la double d'une question qui est moins technique et qui est plus une question doctrinale. Le traitement de la dette sur le moyen long terme pourrait-il avoir des effets sur l'adhésion aux idées de solidarité et notamment la solidarité intergénérationnelle? Alors, peut-être la Cour des comptes pour commencer? Qui se renvoie? Quel président alors? C'est le président de la CADES. Sur on a fait le choix en 1996, Dominique l'a rappelé, d'avoir un traitement de la dette de Sécu différent de celle de l'État. On a voulu être plus vertueux que l'État, donc on a créé la CRDS, on y a ajouté plus tard de la CSG, et puis de l'apport du Fonds de solidarité vieillesse. Voilà, on a créé cette dynamique de remboursement, de responsabilisation, donc de destruction de la dette née de la sécurité sociale, créée par la sécurité sociale. La question, et Dominique l'a dit aussi, qu'on ne s'est pas posée parce que le débat n'a pas permis vraiment de le poser, il a eu le trop vite au printemps de l'année dernière, c'est de savoir si la dette Covid, née du Covid, justifie ou pas un traitement différencié. On a cédé à la panique, il faut être clair. Quand au début du mois d'avril, l'ACOS s'est trouvé dans une situation où les marchés financiers n'appelaient plus, ne répondaient plus à ces appels parce que le marché était totalement tétanisé par cette crise et ne faisait plus d'offres. Donc là, il y a eu une forme de panique et on a dit qu'il faut absolument que la CADES vienne à la rescousse, etc. On a créé cette dynamique qui a conduit aux lois d'août 2020, mais on ne s'est pas posé ce type de questions. On n'a pas ouvert un débat public sur le traitement de cette dette. Bon, voilà où on en est. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas reposé sous ces termes-là lorsqu'on rouvrira le sujet, sans doute à l'automne 2022. Elle se refinance de façon régulière et permanente chaque année. Ce qui est émis sur le marché correspond à la fois au financement du déficit courant et au remboursement d'échéances anciennes. Jean-Louis expliquait tout à l'heure qu'ils allaient rembourser des échéances qui avaient été souscrites à l'époque à des taux de 3 à 4%. Ça correspond à cet exercice-là. Donc, évidemment, parler de dette permanente, ça veut dire jamais sans perspective de remboursement. Honnêtement, je ne vois pas un prêteur qui s'intéresserait à une dette qui ne serait jamais remboursée et à taux d'intérêt négatif, ou alors il ne fonctionne pas tout à fait normalement. Donc, en revanche, c'est vrai que la dette publique, elle a cette caractéristique et que chaque année sur les marchés, à la fois on roule la dette, comme on dit, donc l'État refinance. Bon. Là où il y a un élément de vulnérabilité, c'est que les échéances aujourd'hui sont tout à fait massives. La France est un des grands émetteurs sur les marchés mondiaux. Je ne suis pas spécialiste de ces sujets, mais je pense que les chiffres sont connus. Et évidemment, le risque, c'est un risque de taux d'intérêt. Jean-Louis évoquait des tensions de taux sur le marché américain, elles sont quand même tout à fait réelles. On est quand même dans un univers aujourd'hui où beaucoup d'économistes se demandent si cette bouffée d'inflation qu'on connaît, elle résulte simplement du redémarrage très vigoureux de l'économie et des goulets d'étranglement qui apparaissent, ou c'est une tendance de fond, ou même si on peut appréhender un emballement. Il est clair que si l'inflation s'installe un peu, ou s'il y a des processus d'indexation qui existent, peut-être d'ailleurs existeront-ils dans le champ de la protection sociale française, à ce moment-là, il peut y avoir un élément de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on arrivera à refinancer des échéances qui avaient été souscrites à des taux négatifs, à des taux de 1,5, plus 1,5, plus 2, plus 2,5, etc. Et là, on va voir s'envoler la charge d'intérêt. Alors ce que je dis là est surtout vrai d'ailleurs du côté de l'État, compte tenu, tout à l'heure Dominique projetait un tableau où on voyait bien que le problème du côté des finances de l'État, c'est la charge d'intérêt, c'est quand même 38 milliards. 38 milliards, c'est énorme, hein, c'est un peu moins que notre effort de défense, mais c'est quand même, ça reste une masse tout à fait énorme, c'est tout à fait comparable à ça. Bon. Et donc, on voit bien que ces 38 milliards peuvent très vite s'envoler si les taux se retournent, et on peut tout à fait penser qu'on a été pendant 10 ans dans une période où les taux ont baissé énormément, compte tenu notamment des politiques des instituts d'émission, et que c'est peut-être la fin d'une période. En tout cas, il peut y avoir un risque. Et ce risque, il est plus important quand on a 120% de dette publique que quand on a 80, comme les Allemands, ou 60, comme le prévoient les référentiels de Maastricht, ou 20, comme était la situation d'endettement de la France quand je suis rentré dans la fonction publique.
Il faut peut-être, et Denis vient de le faire à l'instant, rappeler que tous ces sujets aussi sont des sujets aujourd'hui de règles européennes. Hein. Donc, puisque donc, tout le monde le sait, les critères de Maastricht posent des critères en termes d'objectifs de niveau de dette, conjointement aux critères en termes d'objectifs de déficit. Et si j'ose dire, la stratégie sur les finances sociales est un des éléments essentiels qui a permis à la France de montrer qu'elle avait quand même une volonté de se rapprocher, de travailler sur son niveau de dette. Parce qu'effectivement, comme du côté État, pour l'instant, il n'y avait pas beaucoup de stratégie de remboursement pour baisser effectivement le niveau de dette. Effectivement, la CADES a été un des éléments donc de cette crédibilité de la France pour se rapprocher des autres pays européens. Alors actuellement, il commence à y avoir tout un débat sur de nouveaux critères de budgétaire au niveau européen. Enfin, il y a un débat, beaucoup en France, et du reste avec des études intéressantes, notamment par exemple je trouve qu'il y a un papier très intéressant de l'OFCE tout récemment sur ce sujet, pour ceux que ça intéresse, qui pose bien le sujet. Alors, mais comment se pose-t-il dans les autres pays? Parce que je rappelle, on n'est pas tout seul en Europe, et donc il faut regarder comment il se pose dans les autres pays. Alors l'Allemagne, vous le savez, elle a quand même une vision assez stricte au départ, mais en plus elle a une vision constitutionnelle sur les déficits qui est quand même très très stricte. Alors vous le savez tous, il y a une négociation actuellement sur une nouvelle coalition en Allemagne suite aux élections, mais moi, ma perception des propos notamment du SPD, qui pourrait éventuellement piloter la nouvelle coalition, je suis pas sûr qu'on soit sur un changement si stratégique que ça de l'Allemagne sur ces sujets. Enfin, voilà. Et ce qui me frappe aussi, on a fait une étude auprès des conseils sociaux sur les autres pays européens au sein du HCFIPS, c'est que des pays qui ont une très forte protection sociale, comme les pays d'Europe du Nord, Suède, Danemark, eh bien, ils sont attachés plutôt à des normes budgétaires assez strictes, quoi. C'est pas parce qu'on a un haut niveau de protection sociale qu'on est pour un assouplissement des critères budgétaires. Donc le débat, il va pas être si simple que ça. Il va pas être aussi simple que ça sur ces sujets. Voilà. Mais je pense que, en tout cas, il y a un débat très important qui sont quelles règles budgétaires et quelles règles sur la dette demain au niveau européen. Alors, il nous reste 3 minutes, c'est parfait parce qu'on a 3 présidents. Et je pose une question qui, encore une fois, pourra sembler simpliste au président, puis en plus engageante, c'est sur les inquiétudes, les incertitudes, le caractère préoccupant de la situation. Êtes-vous optimiste ou pessimiste sur la possibilité de conserver un haut niveau de protection sociale en ayant la capacité de résorber cet endettement et ces déficits? Optimiste raisonnable ou raisonné, je ne sais pas comment on peut dire, ou de raison. Je crois que la crise a montré à la fois les limites de notre système, des choses qui étaient connues, mais si je puis dire, on les a expérimentées. Elle a montré aussi sa capacité de résilience. Je pense que c'est un élément qui n'est pas assez mis en évidence, enfin, de mon point de vue, modeste point de vue de fonctionnaire dans le débat public. Quand on a communiqué, je parle du dernier rapport de la Cour sur la sécurité sociale, sur la façon dont les organismes de sécurité sociale ont résisté à la crise, on a quand même montré, on a mis en évidence le fait qu'il n'y avait eu aucune rupture dans le service des prestations sociales. On a tous continué à toucher les prestations auxquelles on avait droit. On évoquait tout à l'heure les prestations familiales, les minima sociaux, nos remboursements maladie ont continué comme si de rien n'était, malgré une crise qui a quand même conduit à organiser en catastrophe le télétravail. Cette résilience est un atout majeur des systèmes publics. Et évidemment, elle est, je crois, porteuse d'espoir pour ce qui est de la capacité de ces systèmes à se réformer. Je pense que si effectivement le mouvement de réforme s'accélère, et je crois en particulier beaucoup au déploiement du numérique en santé, si la réforme s'accélère, s'intensifie selon les axes qu'on a les uns et les autres évoqués, je suis absolument certain qu'on arrivera à préserver un haut niveau de protection sociale et en particulier qu'on arrivera notamment à préserver ce qui est une caractéristique essentielle de notre pays, c'est le taux de prise en charge sociale de nos dépenses maladie, ce qui est une singularité française dont je crois on peut être collectivement fier. Quand on voit la façon dont certains États aux États-Unis ont affronté la crise, pardon de dire qu'à titre personnel, je préfère être en Europe et en France qu'aux États-Unis et au Texas. Je suis moyennement optimiste, moi. Non, moyennement optimiste parce qu'on sous-estime, je crois, la crise des recettes. On a mis 10 ans
à partir de la crise financière 2008 pour retrouver une masse salariale correcte, d'un niveau qui était en rapport avec l'évolution de l'économie. Donc une évolution de 3,5 à peu près de % par an. 10 ans il a fallu pour la reconstituer. La base, elle est terriblement dégradée. On sort terriblement dégradé de la crise. Je le vois dans les recettes courantes. Les recettes courantes de la CADES, elles ne sont pas ce qu'on attendait, même après le rebondissement annoncé de la croissance par l'INSEE. J'ai quelques inquiétudes que les recettes ne soient pas vraiment totalement au rendez-vous de l'histoire, si je puis dire, et qu'à un moment, elles ne bousculent pas un peu le jeu de notre système de protection sociale. Je pense, moi je serais modérément optimiste, puisqu'il faut répondre à la question, sous réserve, d'arriver dans la décision publique à faire preuve de cohérence, à la fois sur ces sujets recettes-dépenses et cohérence aussi dans l'anticipation. C'est vraiment un grand besoin, je trouve, de l'action publique aujourd'hui, que ce plus grand sujet de cohérence. C'est vrai que moi, je dis, enfin, le sujet recettes peut être opposé. Moi, je vois aussi ce qu'il fait en Angleterre avec Boris Johnson, qui intervient sur le sujet recettes. Première crainte, effectivement, c'est bien, effectivement, on a financé à crédit. Il faut quand même dire aussi à un moment donné, si on veut un haut niveau de protection sociale, il faut qu'il soit financé et assumer ses choix. Et on a un vieillissement important, on a quand même des défis importants. Il faut avoir le courage de le dire. Je trouve que ça manque quelquefois dans le discours public. Deuxièmement, je pense que la protection sociale prend une importance considérable dans la décision publique, dans ce qui fait la France aussi, tout simplement. Je pense qu'il y a quelquefois un problème de formation des décideurs sur ces sujets. Je pense qu'il faudrait aller plus loin. Et troisièmement, si aussi on travaille un peu sur ce que j'appelle la citoyenneté sociale, c'est-à-dire je pense que ce sujet de protection sociale il pose des questions assez fortes dans notre relation individuelle et collective à ce système, et je pense qu'il ne faut surtout pas aller vers un système de consommation simplement, mais essayer de retravailler sur un système de ce que j'appelle donc de citoyenneté sociale, et là il y a des risques aussi, me semble-t-il, non nuls. Alors, on prend encore 30 secondes pour une question qui a plein de suffrages, qui est très CADES, puisque vous avez évoqué le Japon tout à l'heure, les gens s'inquiètent de la Chine. La Chine investit-elle dans la dette sociale française? Et si oui, dans quelle proportion? Bon, ben voilà, moins que les Japonais. Non, elle investit moins qu'elle le faisait avant la crise. Justement, elle l'a observé. C'est un des éléments que l'on a observé. Lorsque l'Asie s'est manifestée ces derniers temps, c'est le Japon qui s'est manifesté en premier lieu, ou d'autres banques centrales, notamment du sud-est asiatique, et très peu la Chine, qui est en retrait, alors qu'elle était présente il y a quelques années, elle était très présente. Voilà. Donc, c'est un élément factuel. Merci pour cette réponse à cette question-là qui a agrégé pas mal de suffrages. Et puis on se quitte sur 3 nuances d'optimisme. Et on se retrouve à 17h autour du PLFSS. Et comme tout à l'heure, donc nous applaudissons numériquement. C'est compliqué. Je vais faire pouf, pouf, pouf comme ça. Clic, clic, clic.